Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bonjour chers internautes. Nous recevons donc Monsieur le Ministre Jean-Louis Billon. Et étant donné que vous attendez depuis 13 heures, je sais que vous êtes très impatient, nous allons aller très rapidement et tout de suite. Monsieur le Ministre, il y a une question à laquelle vous pensez sans doute et qu'attendent tous ceux qui nous regardent actuellement. Est-ce que vous pensez à être candidat en 2020, à la présidentielle bien sûr? Oula, vous attaquez fort là. Écoutez, je vais vous dire, soyez patient, vous n'avez plus très longtemps à attendre. Le PDCI aura sa convention d'investiture d'un candidat en 2019, c'est bientôt. Bientôt c'est quand? 2019, nous sommes à quelques semaines de l'année 2019. C'est janvier là, donc... Non, la convention c'est pas janvier, mais bon, c'est courant 2019. D'accord. Donc nous sommes en train de la préparer et vous aurez un candidat PDCI, cadre, loyal au PDCI et qui va conduire la liste PDCI pour 2020. Donc c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Je peux vous dire que beaucoup y pensent. Y compris vous-même? Beaucoup y pensent et le PDCI saura faire le bon choix. D'accord. Quand vous dites beaucoup y pensent, qui sont ceux qui y pensent au PDCI à peu près? Non, je ne vais pas dire ceux qui y pensent, mais c'est normal. Avec autant de cadres compétents dans un parti, il est normal que nous ayons des cadres avec des ambitions légitimes. Et le principe d'existence d'un parti politique, c'est la gestion du pouvoir d'État. Et le PDCI, qui n'a pas exercé le pouvoir d'État depuis un certain nombre d'années, a décidé de reconquérir le pouvoir en 2020, pour le plus grand bien des Ivoiriens. Donc, encore une fois, soyez patients. Cela arrivera. Ce que je peux vous dire, c'est que 2020, c'est une toute autre configuration pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit à maintes reprises, c'est le temps d'une nouvelle génération. Nous allons tourner la page, avec beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire et qui nous ont conduits à la crise. 2020, c'est une nouvelle génération, une nouvelle classe politique. Une nouvelle génération, pas seulement en âge, mais aussi en vision, en éthique, en gouvernance. C'est un tout nouveau logiciel. Et le PDCI proposera ce logiciel. Vous rejoignez donc là le président Ouattara, la nouvelle génération? Oui, on l'avait dit avant lui. C'est lui qui vous rejoint donc? C'est lui qui nous rejoint. D'accord. Monsieur Jean-Louis Billon, il y a une autre question tout de suite à laquelle les internautes vont penser, sans de vous aussi. Les autorités ont-elles vraiment, envoyé des équipes de vérification des comptes de SIFCA, votre entreprise? Oui, vous voulez dire s'il y a des contrôles fiscaux? Oui, en ce moment, nous subissons un harcèlement, clairement, il faut le dire. Vous le dites très clairement que vous subissez un harcèlement. Et je peux même vous dire que c'est de notoriété publique, tout le monde le sait, tout le monde me pose la question. Les agents même du fisc m'ont approché et m'ont dit nous sommes en mission. Ils l'ont dit clairement. Et pour les plus honnêtes d'entre eux, je les remercie, ils vous disent ceci. Vous êtes contrôlés régulièrement. Donc il y a des contrôles aujourd'hui qui sont même illégaux, parce que l'administration a des règles. Et vous ne pouvez pas subir plus d'un certain nombre de contrôles par année ou bien tous les 3 ans. Quand on vous envoie en surplus, vous n'êtes plus dans la règle. Et ensuite, on leur demande de mettre des notifications qui sont exorbitantes. Ce qui signifie, à contrario pour eux, que pendant des années, ils n'auraient pas fait leur travail. Donc ils sont extrêmement embêtés. Mais c'est malheureusement une façon de faire de la politique en Afrique que l'on rencontre dans beaucoup de pays. Et je dirais que tout ce que l'on peut dire sur le continent noir en disant qu'on tire ses propres frères par le bas, moi je le vis. Et j'ajouterais que c'est là aussi que l'on voit ce manque de patriotisme économique, où il faut abattre ses propres frères au lieu de les préserver. Nous, au niveau de la politique au PDCI, nous ne rentrerons pas dans la chasse aux sorcières et ce genre de bassesse. Les Ivoiriens ont besoin
Alors, il y a plusieurs mois de cela. Plusieurs mois de cela. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous sommes dans la légalité. Donc, on n'a rien à se reprocher. Donc, on va se défendre avec les moyens légaux. Mais faisons attention également. Vous pouvez avoir une justice aux ordres, une administration complètement aux ordres, en dehors de toute règle. C'est la cohésion sociale même qui est fragilisée. Vous avez vraiment le sentiment que la justice est aux ordres? Oh, sur certains cas, oui. Il y a des moments où elle fait son travail et il y a d'autres moments où on voit bien que vous pouvez avoir une justice aux ordres. Nous l'avons vécu au niveau du PDCI. Un parti légalement installé dont on utilise frauduleusement le logo et la justice trouve des mots pour dire qu'il n'y a pas faute. C'est pour ça que lors d'une interview, j'ai dit faisons attention. Un jour, nous allons arriver à trouver un juge en Côte d'Ivoire qui va vous supprimer la prière du vendredi ou bien la messe du dimanche. Aller se mêler des affaires d'une association, parce que un parti politique est une association. Vous allez voir qu'un jour, il va arriver dans un culte et vous dire que le prêtre a mal parlé et qu'on annule la prochaine messe. Et dans ce cadre, on parle aussi de Movis, qui est une entreprise qui appartiendrait à votre groupe, dont les activités seraient bloquées. Vous confirmez, vrai ou faux? Ça a été bloqué à un moment donné. Bon, c'est pour des raisons politiques? Revenu en ordre. Disons que il n'y avait pas d'interlocuteur. Ils ont trouvé un argument soi-disant technique pour un accident qui s'était produit, mais c'est la première fois que ça arrivait. Mais bon, les choses sont rentrées en ordre de ce côté-là. D'accord. Alors, on va revenir un peu à la politique. Vous êtes proche d'Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Vous êtes même très proche de lui. Qu'est-ce qu'il vous confie sur ses ambitions? Bon, d'abord, vous connaissez le président Bédié, c'est quelqu'un qui parle peu. Donc, il ne se confie pas facilement. Cependant, je peux vous dire que son ambition aujourd'hui, c'est d'abord la stabilité de la Côte d'Ivoire et la préservation des intérêts du parti qu'est le PDCI-RDA. Et enfin, faire en sorte qu'il y ait un militant actif du PDCI candidat à l'élection de 2020. Et sur ce plan-là, il n'a pas dérogé d'un seul lieu de conduite. Le secrétaire d'État Félix Anoblé a dit récemment à Paris que ça, c'est lui qui le dit. Le président Bédié l'a confié à personne. Et ça m'étonnerait fortement qu'il l'ait confié au sieur Anoblé. Pourquoi? Parce que, d'abord, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui parle peu et qui à aucun moment n'a fait allusion à sa candidature personnelle ou indiqué un nom de candidat. À aucun moment. Donc, vous dites que nous sommes proches, nous le voyons régulièrement, et s'il ne nous l'a pas confié à nous, je ne vois pas pourquoi il le confierait à quelqu'un de moins proche, entre guillemets. Bien sûr, on ne va pas parler on va pas continuer à parler de Bédié, parce que dans tous les cas, la décision lui appartient et qu'il ne l'a confiée encore à personne, comme vous dites. Vous avez parlé du retour du PDC au pouvoir. Est-ce que vous pouvez, bien sûr, vous dites que vous n'avez pas encore dit très clairement que vous êtes candidat, même si on vous voit venir. Personnellement, j'ai dit que je vous vois venir. Et quelles seraient les 5 réformes majeures que le PDCI introduirait? Bon, en réfléchissant au pied levé comme ça, je vais vous dire, le PDCI, c'est le parti de Félix Houphouët-Boigny. Il n'en a pas d'autres. Il y en a qui fantasment, qui spéculent, il n'en a pas d'autres. L'héritage que le président Houphouët nous a laissé, c'est la Côte d'Ivoire moderne et le PDCI-RDA pour conduire la Côte d'Ivoire au développement. Son objectif a toujours été la paix.
il a tellement répété ce mot paix qu'on finissait par dire oui, le vieux radote et tout ça. Mais au final, il avait raison, puisqu'on a vu les comportements en Côte d'Ivoire qui ont fragilisé la cohésion sociale et conduit à la guerre et même à la scission du pays. Donc la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il disait même, je préfère l'injustice au désordre. C'est vous dire jusqu'où il était prêt à aller, parce que l'injustice, on peut à tout moment la réparer, alors que le désordre, une fois installé, on ne sait pas quand est-ce qu'il part. Sur cela, je ne suis pas très d'accord avec lui. En tout cas, en ligne de mire, c'est cet objectif permanent qu'est la cohésion sociale, la paix. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Le régulateur social. Le régulateur social, c'est la justice, c'est la police, c'est la gendarmerie. Et celui-là doit être restructuré. On doit avoir une justice crédible. On doit avoir une police crédible. On doit avoir des institutions qui garantissent les droits des Ivoiriens, qui sont crédibles. C'est à ce prix-là que vous avez une vraie paix. Quand vous subissez une injustice, on peut la réparer. Et on vous donne un droit. Quand vous avez cela, avec les institutions fortes qui l'accompagnent, vous pouvez ensuite avoir une éducation, une santé et enfin bâtir une économie compétitive, celle qui est capable de répondre aux questions sociales des Ivoiriens, de répondre aux attentes de la jeunesse, de rendre moins difficile le sort des femmes dans le pays. C'est ça, avoir un véritable plan stratégique, ce que les Anglais appellent le master plan pour le pays. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Oui, moi aussi, je ne vois pas. Mais j'aimerais que vous entriez un peu dans les détails. Comment vous ferez pour rendre la justice libre et indépendante? À partir du moment où vous avez une vraie autonomie de la justice, et quand je parle d'autonomie, l'institution judiciaire doit être autonome sur le plan financier et sur le plan politique. On va aller un peu plus dans les détails. Sur le plan financier, comment est-ce que vous rendez la justice autonome? Tout ça, c'est une question de bonne gouvernance. Quand vous prenez la Cour suprême des États-Unis, vous avez 9 juges nommés à vie. Et une fois qu'ils sont nommés, vous n'avez aucune prise sur eux. Ce ne sont pas des personnes qui vont quémander le budget de la Cour suprême. Il faut qu'on arrive en Côte d'Ivoire à une situation où les institutions, pour avoir leur crédibilité, puissent être autonomes. Une fois qu'on les a installées, elles ne sont pas là pour quémander un budget. Être à la merci là, je ne comprends pas très bien. Comment vous rendez les institutions autonomes financièrement? De façon très concrète, comment? Mais c'est-à-dire que chaque année, le budget il est connu d'avance. Enfin, oui, bien sûr, et il est exécuté. Il est exécuté. Mais encore une fois, c'est valable pour de nombreuses institutions qui ont besoin de cette autonomie et de cette crédibilité. Mais je peux vous dire que dans n'importe quelle nation organisée, tout arrive en temps et en heure. Ce n'est pas... on ne se tourne pas vers l'État pour dire « Ah, on a besoin de ceci pour cela ». C'est le cas actuellement. Comment ça fonctionne maintenant actuellement? Mais regardez la dernière élection locale. Elle était prévue pour le mois d'avril. La CEI est supposée être autonome, indépendante. L'est-elle vraiment? Je pense que non. Tout le monde connaît ma position sur cela. Je pense que non. Si elle l'avait été, à date précise, elle nous aurait donné une date pour les élections et organiser les élections. Pour la petite histoire, pour vous permettre de continuer, j'ai demandé le budget des élections locales passées. Personne n'a jamais pu me donner ce budget. Personne. Donc, vous me rejoignez. Oui. Quand je parle d'autonomie, je vous ai dit, c'est une question de gouvernance. Ça va avec la transparence. La notion de contribuable, et moi je suis un contribuable, ce que l'on fait avec l'argent public doit être su. Il n'y a pas besoin d'avoir cette opacité. Allez-vous donc, par exemple, mettre des procédures en place pour que le citoyen qui, j'ai dit n'importe quoi, à Kweka, puisse voir comment est-ce que le budget de souveraineté, par exemple, est utilisé? Allez-vous le faire? Ce que l'on appelle souveraineté,
c'est la partie discrétionnaire dont dispose Donc, disons, le budget de la présidence. la présidence pour certaines choses. Par exemple, vous n'allez pas budget des services secrets. Ça, donc, de ce côté-là, c'est pas ça qui gêne. Vous avez une enveloppe, hein, et on sait que c'est pour tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est sécurité et tout ça. Mais par contre, ce qui a trait au quotidien, à la vie, au développement, ça oui, ça doit être transparent. Comment? Je prends un exemple. Le ministère de l'économie. Comment rendre les budgets, les dépenses, je vais dire effectuées dans le cadre du ministère de l'économie, par exemple, transparentes? Quelles sont les procédures qu'on mettrait en place? Je souhaite vraiment que vous rentrez un peu dans Mais les détails procédures existent déjà. Il ne faut pas croire, la Côte d'Ivoire reste quand même un État organisé. Toutes ces procédures-là existent déjà. Mais quand je parle de transparence, c'est l'utilisation des fonds publics. À tout moment, vous pouvez savoir à quoi ont servi telle somme. Par quel logiciel vous le saurez, par exemple? Bon, là, vous rentrez dans la gestion pratiquement Oui, quotidienne, justement, mais c'est important parce que... Mais par exemple, je vais vous dire, en termes de gouvernance, il est impossible d'avoir un certain train de vie si vous avez tel salaire. Ça, c'est clair pour moi. Donc, à partir du moment où on voit certains trains de vie, tout de suite, il doit y avoir un contrôle. Donc, comment? Nous avons une Cour des comptes. À quoi sert-elle? À vérifier les comptes. Donc, de façon régulière. Donc, quand je parle de gouvernance, nous sommes dotés de textes et de lois, mais ils ne sont pas toujours appliqués. Donc, c'est cette application-là qui souvent fait défaut. Ou alors la mauvaise application. Le PDCI introduirait peut-être une loi sur l'enrichissement illicite? Qui existe déjà. C'est ça le problème, c'est qu'elle existe déjà. Mais je suis désolé, je l'ai souvent dit, vous avez un ministre, quelque temps avant, il avait des difficultés, et aujourd'hui, il se construit une maison à Abidjan, une maison au village, il a des automobiles que la quotité cessible de son salaire ne peut pas justifier. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle vous étiez l'un des partisans de cette loi sur l'enrichissement illicite et que on vous aurait dit en plein Conseil des ministres, écoutez, vous êtes un enfant de riche, et donc essayez d'aller un peu plus doucement avec... Non, c'est pas exact. C'est une plaisanterie de certains collègues, mais ça n'a pas été demandé. Mais c'est une plaisanterie qui a existé. C'est une plaisanterie qui a existé. D'accord. D'accord. Des fois aussi, la plaisanterie traduit la réalité. Ok. On a vu donc aux dernières élections locales un cadre que vous auriez parrainé, le maire de Tortilla. Vous confirmez que vous l'avez coopté? C'est le maire élu PDCI de Tortilla. De Tortilla. Je peux vous dire que nous avons soutenu de nombreux candidats PDCI. Lui en particulier, c'est pas vrai. Il a véritablement gagné. C'est un électorat PDCI qui a manifesté une volonté réelle de changement. Donc c'est le PDCI qui l'a emporté. Donc, ce qui se passe après, où on essaie de retourner des têtes de liste, n'enlève pas le fait que l'électorat a choisi le PDCI. Donc, comme on dit au pays, c'est pas la peine de se blaguer soi-même. Ce qui s'est traduit dans les urnes, c'est un vote PDCI. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui précisément pour que du jour, enfin, je vais dire, au lendemain de sa victoire, il se retrouve en train d'être... Non, il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup contre qui on met une pression énorme. Jusqu'à présent, il est le seul élu PDCI qui a rallié le RHDP. Oui, officiellement, mais c'est rien. Vous savez, moi j'ai souvent dit, ceux qui rejoignent un parti par contrainte
la loi ne reconnaît pas la contrainte. Et donc, vous êtes en train de nous dire que le maire PDCI élu de Tortilla a été contraint de rallier le RHDP. Pour lui en particulier, je ne peux pas vous dire. Hein, lui et moi, on ne s'est pas parlé. Mais étant donné que d'autres sont venus nous expliquer comment ça se passait, les menaces dont ils étaient l'objet, on assume que c'est Mais une pourquoi pratique c'est courante. toujours le PDCI, les élus du PDCI qui sont aussi facilement, je vais dire... Il y en a qui ont... une réponse qui ne Il y en a, convient pas du il y en tout. a, il y en a, Parce que si il y en a qui ont besoin pour redorer le blason de leur parti d'avoir des cadres PDCI de cette compétence-là. Mais ce n'est pas, c'est le PDCI qui est visé. On cherche à phagocyter le PDCI. Donc c'est pour ça que vous posez la question. On ne cherche pas à phagocyter le FPI. D'autres ont déjà été phagocytés. Mais aujourd'hui, d'autres FPI, vous avez dit? Non, d'autres partis. D'accord. Ont déjà été phagocytés. Mais le PDCI, c'est le plus beau parti de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'il fait l'objet d'autant de velléités. D'accord. Mais je vais vous dire, pour nous, ça ne nous inquiète pas du tout. Ne vous inquiétez pas de ces cadres qui, soi-disant, ont rejoint d'autres partis pour diverses raisons. En fait, de compte, ce n'est pas une stratégie du PDCI? C'est possible. C'est possible. Vous connaissez l'histoire de la guerre de Troie. Oui. Eh bien, considérez que ce sont nos combattants qui vont déstabiliser les autres et pas l'inverse. D'accord. Un bon entendeur, salut. Alors, on va aussi parler vous avez dit tout à l'heure que vous avez soutenu plusieurs cadres, plusieurs candidats du PDCI, et particulièrement dans la région du Hambol où vous avez été révoqué de façon tout à fait illégale. C'est ma position, je pense, et parce que ce sont les tests. La plupart des candidats que vous avez soutenus justement dans la région du Hambol ont perdu. Alors, comment est-ce que vous pourriez convaincre d'autres personnalités fortes aussi du PDCI? Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes au sein du PDCI qui sont potentiellement présidentiables. Mais je dois vous arrêter tout de suite parce que, bien au contraire, la plupart des candidats soutenus ont gagné. Dans le Hambol? Oui, dans le Hambol. À la grande surprise des autres. Et voyez-vous... Vous pouvez citer qui, par exemple? Je peux citer Satama, je peux citer Niakara et Tortilla. Donc, pendant qu'ils étaient focalisés... vous savez, non, vous nous apprenez autre chose. Ce sont des candidats indépendants que vous avez... Oui, ce sont des réalités. Donc, après, une fois que vous lancez un appât et que vous avez tous les piranhas qui se jettent... Satama, c'était... J'ai été personnellement... Les candidats du PDCI ont perdu. Personnellement, au meeting de ces candidats-là. Il n'y avait pas de candidature... Des candidats indépendants. PDCI, voilà. D'accord. Proche du PDCI. Oui, d'accord. Donc ce sont des défaites du RHDP, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, d'accord. Voilà. C'est une information nouvelle. Voilà. Et dans beaucoup d'autres endroits en Côte d'Ivoire. Oui. Dans beaucoup d'autres endroits en Côte d'Ivoire. Le PDCI peut revendiquer aujourd'hui à peu près combien de candidats indépendants, justement? C'est pour ça que nous sommes extrêmement confiants. Donc on ne va pas vous dire combien on peut en revendiquer, mais nous sommes confiants. D'accord. Et donc, partant de là, vous pensez que... Et puis, vous avez parlé du handball. Voyez-vous, il était normal que je ne sois pas candidat. Oui. À partir du moment où, et je remercie ceux de la CEI même qui m'ont prévenu, où on m'avait illégalement enlevé, il n'était pas question pour eux de me voir gagner éventuellement. Donc, il y avait déjà... des résultats. Je crois que la loi vous interdisait, quoi que la révocation soit illégale, je crois que la loi interdisait... Non, pas du tout. Il n'y a même pas de texte dessus. À partir du moment où vous êtes dans l'illégalité, vous pouvez pas... il y a un principe de droit qui dit que nul ne peut demander justice pour sa propre turpitude. Donc même le gouvernement, pour sa propre turpitude, ne pouvait pas interdire quelqu'un. Donc vous pensez que... mais par contre, ayant suivi ce qui s'est passé au plateau, ce qui s'est passé à Port-Boué, ce qui s'est passé à Bassam, imaginez ce qui se serait passé au handball. Il y avait carrément des lignes de mire qui étaient prévues où on inversait les résultats en quelques heures, n'est-ce pas? Ok, comme vous parlez de Bassam, qu'est-ce qui s'est passé précisément à Bassam? À Bassam, il y a une victoire du PDCI.
précise, claire et transparente. Hein, et l'alchimie de la CEI est arrivée à faire des miracles. Mais bref, il y a des recours et on va voir ce que les recours vont donner. Vous avez confiance aux 14 juges de la Chambre administrative, de la Cour suprême? De la Chambre administrative, oui. D'accord. Quand je parle d'autonomie, d'indépendance que l'on donne, la Chambre administrative est celle qui a démontré le plus d'indépendance jusque-là. Donc c'est une bonne chose. D'accord. C'est pour ça que je suis confiant pour le futur, parce que je sais qu'on peut corriger beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais il faut que le politique soit honnête. À partir du moment où il y a des principes qui sont des principes élémentaires et universels, où vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Dans le monde entier, on sait que ce sont des facteurs de stabilité. Le jour où, en Côte d'Ivoire, on va respecter véritablement ces principes-là, les choses iront très bien. D'accord. On va revenir un peu sur votre passage au gouvernement. Vous avez été ministre du Commerce. On vous disait même très proche du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous pouvez regarder vos followers droit dans les yeux et leur dire ce qui s'est réellement passé entre lui et vous, pour que vous en arriviez là? Non, honnêtement, entre lui et moi, il y a eu discorde important. Il y a eu la question du port autonome, les débats sur l'augmentation de l'électricité, mais on n'a pas eu de gros différends. Par contre, autour, j'étais très attaqué par des personnes de son Kandia premier cercle. Camara, on parle souvent de Kandia qui vous descendait souvent. Non, pas du tout. D'accord. Kandia, elle a réagi suite au meeting de Yamoussoukro, où j'ai rappelé que le PDCI avait fait beaucoup de sacrifices et que le temps des sacrifices était terminé. Et à partir de là, il était clair pour nous que rentrer dans le parti unifié, on l'avait dit, on avait déjà dit que ce n'était pas un objectif. Donc, Il y avait qui alors dans l'entourage présidentiel elle joue son rôle. Oui. Elle joue son rôle. Après, vous avez toujours quelques mesquineries des uns et des autres, certains qui vous empêchent, d'autres qui vous favorisent pour avancer. Mais je dirais que fondamentalement, après, c'est la défense que nous avons du PDCI et eux du Parti unifié. C'est tout. Il y a deux choses. On décide que le PDCI aura un candidat en 2020 et que le PDCI ne disparaîtra pas. C'est aussi simple que ça. Donc après, chacun a ses convictions. D'accord. Il y aurait donc des négociations dans le cadre de la présidentielle 2020 entre le PDCI et Guillaume Soro. Alors, est-ce que, je vais dire pour la prochaine présidentielle bien sûr, est-ce que vous accepteriez que Guillaume Soro soit votre vice-président? C'est-à-dire que vous tournez la question dans tous les sens. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de négociation en ce moment précise avec Guillaume Soro. Ça, c'est une rumeur. Nous avons parlé d'une nouvelle plateforme politique. Le président Bédier et le président Soro se parlent régulièrement. Nous avons une bienveillante attention. Mais la plateforme arrivera. On va rencontrer les autres formations politiques pour discuter de notre positionnement à chacun pour l'élection de 2020. Mais Guillaume Soro appartient à une formation politique qui n'est pas la nôtre. Donc le vice-président sera issu du PDCI également. Donc ça, je peux vous dire. Est-ce que vous accueilleriez donc Guillaume Soro dans une future plateforme amenée par Bédier? Là, on est complètement dans la spéculation. La plateforme, nous sommes en train d'en décrire les cahiers de charges. On verra à ce moment-là. Mais toutes les forces qui sont positives vis-à-vis du PDCI, il n'y a pas de raison qu'on les exclue. Il y a un ou deux textes qui ont été signés de cette plateforme qui n'existent pas encore. Alors, cela m'amène à poser la question, qui est actuellement dans la plateforme? Non, ça je ne pourrais pas vous le dire.
D'accord. Si on vous dit... Mais bon, vous connaissez notre si je vous dis Laurent Gbagbo en une phrase, Alors, bon, c'est difficile en une phrase. Hein. alors Mais je dirais, autant que vous... pour l'instant, je souhaiterais qu'il rentre libre en Côte d'Ivoire et contribue au processus de réconciliation nationale. Que ce soit par exemple candidat en 2020, comme rêve, qui est le rêve de tous les Gors, entendez Gbagbo ou rien. S'il rentre libre, il a tous les droits. Alassane Ouattara aussi, a-t-il le droit d'être candidat en 2020? Il a dit qu'il n'excluait pas. A-t-il le droit Il y en a qui font des interprétations de la Constitution en disant oui, d'autres qui disent que non. Mais ce que moi je peux vous dire, ce que je pense personnellement, c'est que la limitation des mandats à 2 ou en nombre d'années, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce sont des fonctions qui sont tellement exigeantes qu'à un moment donné, vous saturez. Et 2 mandats, c'est long pour qui que ce soit, quelle que soit votre force. C'est pour ça que les monarchies n'existent pratiquement plus et qu'elles sont devenues constitutionnelles avec des gouvernements, des premiers ministres et tout ça, et des limitations de mandat. Ce que vous êtes capable de faire les premières années, il est difficile les dernières années parce que vous arrivez à saturation. Et c'est valable pas seulement au niveau d'un chef de l'État, mais même une grande entreprise, même un ministère, rester trop longtemps au même poste finit par saturer la personne et vous êtes moins efficace. Donc pour qu'un pays se développe véritablement, il faut un renouvellement à chaque fois de toutes les institutions. Elles gagnent en force, elles gagnent en vision, elles gagnent en stratégie et le 109 améliore toujours. Donc, personnellement, moi je déconseillerais de faire un 3e mandat. Voilà. D'accord. Et si je vous dis Amadou Gon Coulibaly? Bon, c'est le Premier ministre, il est loyal au RDR. Et je dirais que pour tous ceux qui démontrent cette loyauté, je le dis en connaissance de cause parce qu'ils sont un certain nombre autour du président de la République qui ont été pendant des années extrêmement loyaux envers le président et envers leur parti, qui ont montré une constance dans leur combat. Ces personnes doivent être à même de comprendre la détermination qui est la nôtre pour défendre les intérêts du PDCI et conduire le PDCI où nous le voulons également. Vous pensez qu'il ferait un bon candidat contre le PDCI? Le PDCI ne craint personne. On peut nous présenter tous les bons candidats que l'on veut. Y compris Alassane Ouattara? Le PDCI ne craint personne. Nous sommes en démocratie. On peut nous présenter tous les candidats que l'on veut. Nous allons affronter le candidat et mettre toutes les chances de notre côté pour l'emporter. Et si je vous dis Ahmed Bakayoko? Bon, aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui parce qu'il vient de perdre son père, malheureusement. Donc, mes condoléances l'accompagnent. Et je dirais la même chose que pour Amadou Gon. C'est quelqu'un qui a été extrêmement loyal au président de la République, même de façon aveugle. Et lui aussi peut comprendre la détermination des autres pour défendre le PDCI. Quand vous dites même de façon aveugle, cela veut dire que, vu leur positionnement, ils auraient pu peut-être aider à recadrer des choses. C'est ça? Non, non, pas du tout. C'est plutôt la qualité de certaines personnes, mais ils sont inconditionnels du président. Bon, Au PDCI. Mais peut-être, effectivement, oui. Par moment, vous pouvez, sur un conseil, un avis, dire que ce ne serait pas bien de faire comme ci et de faire comme ça. Vous pensez à quoi, par exemple, ils auraient pu... Je pense, par exemple, au PDCI par rapport au RHDP. Ah, d'accord. Si, au PDCI, si je vous dis Jeannot Ahoussou-Kouadio. C'est un cadre du PDCI. C'est un cadre du PDCI et qui a toujours défendu les intérêts du PDCI.
il se battait, comme nous tous d'ailleurs, pour que le RHDP, groupement politique, survive. À partir du moment où il a vu que le PDCI était menacé, il revient parmi les plus grands combattants du PDCI. Donc, un ticket Billon à Ossou, c'est possible? arrêtez de parler de tickets. Je vous dis que vous aurez les candidats bientôt. Nous sommes en fin 2018. Donc ne soyez pas plus pressés que... D'accord. Patrick Hachi. Patrick Hachi, c'est un cadre compétent du PDCI également. Aujourd'hui, il est secrétaire général de la présidence. Je dirais que il connaît très bien sa région et les problématiques du PDCI par rapport au RHDP dans sa région. Quelles sont ces problématiques-là? Il sait que dans sa région, le RHDP ne passe pas. Oui. Donc, dans sa région, il fait une campagne purement PDCI, tout en ménageant le RHDP, puisque jusqu'à présent, il est encore à la présidence. Mais c'est quelqu'un d'intellectuellement honnête qui nous a expliqué lors du bureau politique sa position et pourquoi il est extrêmement embêté, parce qu'il s'est tellement engagé, lui, dans le processus du parti unifié, qu'aujourd'hui, il est peiné. Mais à un moment donné, il devra faire un choix. Et comme d'ailleurs tous les autres... Puisque hier, pas plus tard qu'hier, lors d'une rencontre au niveau du PDCI, on disait, soit on est à SEC, soit on est Africa. Vous ne pouvez pas être le supporter des deux équipes à la fois. Peut-être sauf quand elles jouent à l'étranger. Mais dans le championnat national, soit vous êtes à SEC, soit vous êtes Africa. Donc soit vous êtes RHDP, soit vous êtes PDC. Daniel Kablan-Duncan est un peu dans cette position, d'après vous? Non, lui, il a clairement dit qu'il était RHDP depuis le début. Donc, de la tête aux pieds, c'est ce qu'il a dit. Non, non, il n'a pas dit ça. Ah oui. Il a dit des pieds à la tête. D'accord. C'est vrai qu'il y a une nuance. Ça me gêne parce que l'expression à l'endroit, Oui. c'est de la tête aux pieds. Il lui Oui. a dit Oui. des pieds à la tête. Une affaire qui commence à l'envers, c'est pas très bon. Donc, je lui dirais, revenez au PDCI. D'accord. Charles Kofi Dibi. Alors, Charles Kofi Dibi, c'est également un cadre du PDCI qui est très conciliateur. C'est quelqu'un qui est toujours positif. C'est une qualité. C'est une qualité. Charles Konabani. Alors Charles Konabani, c'est un PDCI déterminé. Lui, même au point où il allait contre le PDCI parce que le PDCI ne prenait pas la direction que le PDCI devait prendre. Il avait raison à ce moment ou pas? Bon, moi, j'en sais quelque chose. Il est parfois pas bon d'avoir raison trop tôt. Mais l'histoire lui donne raison. Voilà. Si je dis Thierry Tano. Alors Thierry Tano, c'est une compétence. C'est quelqu'un d'extrêmement pointu. On sent que vous êtes à l'aise quand vous parlez de lui. Je suis à l'aise pour tous, mais lui, je le connais peut-être mieux que les autres. Mais c'est vraiment quelqu'un de sharp, comme on dit. Un cadre PDCI également. Et quelqu'un sur qui on peut compter. Pour 2020. Pour tout. Parmi ces cadres, je dis Yasmina Ouigné. Yasmina Ouigné, je dirais, c'est une battante. C'est une PDCI également. Moi, je la considère comme PDCI. Et elle est courageuse. Elle a le courage de ses actes, de ses opinions. Et ça également, c'est une qualité. Dernière question, si le temps nous le permet. Si le temps nous le permet. Le temps nous le permet, je pense. D'accord. Les internautes sont là, oui, bien sûr. D'accord, ok. Quelle serait la première mesure que vous prendriez
si vous êtes président de la République? Décidément, vous... Donc, une chose est certaine, c'est que je pense que si je suis candidat, vous voterez pour moi. Parce que... Rien n'est moins sûr. Je verrai d'abord votre programme. Je verrai déjà d'abord votre programme. Mais je vais dire, quelle serait la première mesure? Parce que ce sont des choses auxquelles on pense très souvent. Quelle serait la première mesure? Que tous les Ivoiriens puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, vous, tous, de façon concrète, tous, sans exception et de façon et impunément. Il y a eu l'amnistie, ils ne sont pas rentrés. Oui, donc, oui, mais parce que, encore une fois, soyons honnêtes, il y a des personnes qui sont rentrées et qui ont été inquiétées. Ah oui. Oui, il y a des personnes, vous le savez, il y a des personnes qui Non, sont rentrées et qui ont été inquiétées. Et qui sont repartis. Vous pensez à qui? Il y a qui, par exemple? Bon, dernièrement, vous avez quoi, Justin, par exemple, qui est rentré, hein? Oui, mais quoi, il est rentré. Je vais dire quoi, bon. Il n'est jamais sorti. Mais quand vous êtes dans l'administration, vous êtes réintégré et que vous ne touchez pas votre salaire... vous parlez d'une autre personne, parce que Justin quoi... Et que vous ne touchez pas votre salaire... Non, je pense par exemple à ce qui lui arrive. Vous allez au travail tous les jours et que vous ne touchez pas votre salaire. Pas... Tout à fait. Il y a des personnes qui savent que si elles rentrent, elles seront inquiétées. Quand nous allons à l'étranger, on les rencontre, qui ont clairement été menacés de ne pas rentrer. Et en toute honnêteté, quand je vous ai dit je souhaite que Laurent Gbagbo rentre et Charles Blé Goudé, que tous les Ivoiriens puissent rentrer. Parce qu'on ne peut pas avoir de véritable réconciliation s'il y en a qui sont laissés pour compte. S'il y en a qui sont libres alors que nous savons qu'ils ont commis des crimes et qu'ils sont en Côte d'Ivoire, qu'ils vaquent à leurs occupations impunément et même ont des promotions. Et d'autres qui sont pourchassés ou bien qui se trouvent en prison. Donc il faut, la première mesure de réconciliation, c'est que tout le monde puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de la justice et la réconciliation. Est-ce que, parce que moi je l'ai toujours dit, c'est ma position, depuis, il y a eu 3000 morts, en tout cas officiellement, au moins 3000 morts. Et jusqu'à présent, à part bien sûr le procès bâclé de Simone Gbagbo, tous les autres procès étaient liés à des affaires après la crise post-électorale. Donc, des atteintes à la sûreté de l'État, voilà. Il n'y a pas encore eu de procès concernant les 3000 morts. C'est-à-dire que les 3000 morts n'ont pas encore obtenu justice. Est-ce que vous... il y a des rapports qui ont été faits. La commission nationale... Les 3000 morts, et il y a tous ceux de la crise ivoirienne, malheureusement, hein, dont on ne parle pas, et qui m'amène à dire que malheureusement, ceux qui sont morts pour des acteurs politiques, ceux qui sont morts pendant la crise, ceux qui sont morts dans cette guerre, sont quasiment morts pour rien. Nous sommes en ce moment en train de célébrer, entre guillemets, le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, qui a été la guerre la plus meurtrière. Et tout le monde s'accorde à dire ils sont morts pour rien. La Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale encore, vous pouvez dire qu'ils sont morts en combattant le nazisme, en combattant une injustice réelle. Donc il fallait éviter de tomber dans une injustice qui allait s'emparer du monde. Mais la Première Guerre, bon, à ce jour, ils sont morts pour rien. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons eu tous ces morts pour rien du tout. Et vous avez parlé du harcèlement, hein, je voulais parler du harcèlement dont nous faisons l'objet au niveau de mon groupe. Nous avons payé un lourd tribut dans la crise ivoirienne. C'est plus de 20 morts que nous avons eus dans les entreprises pendant la période post-électorale. On les a enterrés
dont Yves Lamblin, Raoul Adéossi et Padian Choran, un ingénieur malaisien venu travailler en Côte d'Ivoire, qui a construit la plus grande usine de raffinerie d'huile de palme du continent africain. Et nous avons perdu sur les différents sites des travailleurs et des personnes qui habitaient sur les sites. Et nous avons eu des pertes matérielles importantes. À aucun moment, on a eu le soutien de qui que ce soit. À aucun moment, même sur le plan fiscal, on nous a dit « vous allez avoir un avoir pour ceci, pour cela ». On a reconstruit tout seul. Et je vous parle depuis le coup d'État de 99, la crise de 2002. Chaque fois, les entreprises subissent. Et chaque fois, on reconstruit nous-mêmes. Alors que nous avons été victimes d'une véritable défaillance de l'État. Et parfois même du comportement des institutions de l'État qui amènent des pertes au niveau de l'entreprise. Mais ce n'est pas nous seulement. C'est des milliers d'entreprises en Côte d'Ivoire. Et jamais elles n'ont eu le moindre dédommagement. Donc, quand vous me parlez de justice pour les 3000 morts, on ne peut pas ramener les morts. Mais on peut apporter réparation aux familles, on peut apporter réparation aux entreprises. Donc, nous avons, et moi je vous dis, je l'ai déjà dit, nous avons des structures pour la réconciliation, pour l'indemnisation des victimes. On n'a jamais rien vu. En tout cas, moi, qui ai subi aussi bien à Dabakala qu'à Abidjan et en entreprise partout, à aucun moment, une quelconque administration, une quelconque autorité ne s'est mis devant moi pour dire voilà l'évaluation que nous avons faite et voilà ce que nous vous proposons. Donc, pour des PME qui ont disparu totalement, c'était catastrophique. Parce qu'elles ont subi des pertes humaines et des pertes totales. Donc oui, je vous ai dit que la première mesure, c'est une réconciliation vraie, et ça passe par la paix véritable. Et ça, en Côte d'Ivoire, ça fait défaut. On peut parler pendant des heures, mais il faut que l'ensemble de la Côte d'Ivoire se retrouve. Pas seulement les Ivoiriens d'une région ou d'un groupe ethnique, que tous les Ivoiriens se retrouvent dans un véritable projet de société unificateur. Et c'est ça que le PDCI propose pour demain. C'est juste une parenthèse pour qu'on puisse continuer. SIFCA, c'est combien de travailleurs? Ça pèse combien, les chiffres de SIFCA? Bon, nous sommes une entreprise qui est à haute intensité de main-d'œuvre. Donc nous avons 33 000 salariés, plus ou moins. D'autres activités dans d'autres secteurs, si vous rajoutez, nous ne sommes pas loin des 37 000. Mais encore une fois, bon, le chiffre d'affaires est très variable en fonction des cours. Donc ça peut être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de dollars. Ça peut dépendre des cours. Comme nous sommes soit à peu près le 10e du budget de la Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'est que du chiffre d'affaires. Ce n'est pas des résultats. C'est pas des résultats. Oui, d'accord. On en a pour 5 minutes encore, c'est ça? C'est ça? D'accord. Avec du recul, qu'est-ce que vous pensez de la rébellion? Je pense qu'on aurait pu l'éviter. En toute honnêteté, on aurait pu l'éviter. Et la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Tout peut s'obtenir par le dialogue. C'est ce que voulait le président Oufoué, c'est ce qu'a toujours prôné le PDCI-RDA. Donc, la rébellion, j'arrive difficilement à m'expliquer pourquoi des Ivoiriens ont pu prendre les armes contre leurs propres frères. Il a dû se passer des choses, peut-être qu'on ne sait pas tout au niveau de l'armée. Je parle de ceux qui sont purement militaires.
Après, les politiques, c'est autre chose. Hein. Les politiques qui se sont mis côté rébellion et tout ça, ça c'est autre chose. Leurs motivations sont diverses et variées. Mais pour les militaires, là, il y a quelque chose à comprendre. Et le processus de réconciliation que nous n'avons pas eu, que nous avons connu en 2001 à l'époque, même s'il n'a pas abouti à une vraie réconciliation. Il est bon que les différents protagonistes puissent s'exprimer et exorciser les mots qui les ont conduits à certains agissements. Je pense que c'est important que la Côte d'Ivoire fasse cet exercice-là. Vous savez, des pays ont connu des crises autrement plus importantes que la nôtre. Je pense au Rwanda, je pense à l'Afrique du Sud. Ce sont des processus qui ont eu lieu. À partir du moment où on fait avec honnêteté, je peux vous dire que les choses vont beaucoup mieux après. Et il y a donc l'une des causes qui brandit, c'est l'ivoirité. Qu'est-ce que vous pensez, avec encore du recul, de l'ivoirité? Mais tout ça, c'est ce que le politique a de mauvais. Exacerber les différences et les clivages pour se positionner. Mais quand je vous parle de cette Côte d'Ivoire unifiée, c'est celle-là qu'il faut unifier. Et vous vous souvenez que j'ai dit une fois, ce dont on a besoin, c'est d'une Côte d'Ivoire réunifiée et non pas d'un parti unifié. Eh bien, c'est là le projet qu'on doit avoir. Unifier, réunifier les Ivoiriens. Est-ce que le PDC va renoncer à l'ivoirité? Mais l'ivoirité, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. C'est pas un programme de société pour nous. Et c'est bien de poser la question, parce que certains veulent faire croire que le président Bédié est quelqu'un de sectaire, est quelqu'un de tribal, est quelqu'un de xénophobe. Bon, c'est complètement faux. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui le secrétaire exécutif du PDCI, si vous regardez les cadres du PDCI, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de diversité au niveau du PDCI que dans n'importe quel autre parti en Côte d'Ivoire. Alors, quel est votre sentiment sur le rattrapage? Le rattrapage, aujourd'hui, s'est transformé en, je ne sais pas quel mot employer pour dire, il y a malheureusement une seule région intelligente en Côte d'Ivoire, ce sont les nordistes qui occupent tous les postes. Ils ne sont quand même pas partout. Moi, je suis du nord, hein, donc je peux en grande majorité. Il faut qu'on revienne à une gestion géopolitique plus équilibrée en Côte d'Ivoire. Hein. Je le dis sans détour. Le président Félix Houphouët-Boigny était arrivé à bâtir une nation en favorisant la mixité. Depuis le système d'orientation de l'école, où un élève du nord était orienté à Bassam ou à Bégerville, et un du sud se retrouvait à Korogo, à Katiola ou à Bandoukou. Un fonctionnaire ne sert jamais dans sa région d'origine, partout ailleurs sauf dans sa région d'origine. Si bien que vous avez des communautés diverses et variées en ethnie, en religion, sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Nous avions des pensionnats où on cohabitait. Et au niveau de l'administration, jamais vous n'aviez un ministre, directeur de cabinet, directeur des services, tous qui venaient de la même région. Dans les combats politiques qui se sont succédés, on a perdu ces repères-là. Et aujourd'hui, vous pouvez arriver dans un ministère où vous allez trouver en grande majorité des personnes d'une même région. C'est pas normal. Quand je tenais le ministère du Commerce, j'ai voulu que mon cabinet soit une photographie de la Côte d'Ivoire
et que les différentes directions reflètent l'harmonie que nous avions en Côte d'Ivoire. J'ai suspendu certaines décisions de nomination tant qu'on n'avait pas trouvé la personne qui correspondait non seulement à la compétence, mais également à la photographie géopolitique que nous voulions au niveau du ministère. Alors ça peut paraître brutal et peut-être injuste envers certains, mais je l'ai fait quand même. On m'a même reproché, à un moment donné, d'avoir enlevé quelqu'un du Nord pour mettre quelqu'un de l'Ouest, en me disant peut-être qu'il faut équilibrer ailleurs. J'ai dit non. Personne en Côte d'Ivoire ne peut venir me reprocher de faire ça après tout ce qui s'est passé dans ce pays. Et ça, ce sont des vérités. Si jamais vous aviez aux États-Unis un président qui sortait du Texas et que toute l'administration était texane, je peux vous dire que les Américains allaient parler. Donc aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens s'en plaignent. Là, vous jetez un pavé dans la barre, mais beaucoup d'Ivoiriens s'en plaignent. Et je vais vous dire, j'ai même rencontré, à ma grande surprise, des professeurs qui, après avoir organisé un concours, voient la liste des admis sans que les meilleurs qui ont concouru ne figurent sur la liste. Et ça les a révoltés. Donc ce sont des réalités. D'accord. Ok, monsieur le ministre, je pense que nous sommes au terme de notre entretien. Voilà, maintenant, vous pouvez peut-être dire un dernier mot en regardant droit dans l'objectif pour parler à vos Alors je dirais aux internautes, nous allons ouvrir bientôt la nouvelle année d'adhésion au niveau du PDCI. Venez nombreux adhérer au PDCI RDA. C'est le parti d'avenir et c'est le parti qui va conduire au destin de la Côte d'Ivoire à partir de 2020. N'en déplaise à tous les autres, à qui je demande d'avoir plus de bon sens et de vivre une démocratie vraie en respectant les libertés de pensée, de réunion et les libertés politiques de chacun. Venez montrer la force du PDCI RDA et vous allez voir qu'ensemble, nous allons réussir une réconciliation vraie et un développement harmonieux. Merci. Merci.